Bonjour, je m'appelle John Maximus, je suis crypto-paysagiste au sein de l'ANPU, Agence nationale de psychanalyse urbaine. Je me permets de prendre la parole devant vous maintenant parce que l'heure est grave. Alors, rassurez-vous, nous ne sommes pas en guerre, hein, mais si j'interviens, c'est que vous allez bientôt prendre des risques pour vous rendre aux urnes lors des élections municipales. Et il serait, je crois, aujourd'hui nécessaire de justifier et de vous proposer une justification, en tout cas, de cette prise de risque. Vous allez élire vos maires, qui eux-mêmes désigneront les futurs présidents des métropoles françaises, 21 au total, et ce pour les 6 années à venir. Si je me permets d'intervenir dans ce débat, du haut de ma montagne, dans un cadre effectivement plus verdoyant qu'urbain, c'est que le confinement m'a permis de mieux vous observer, vous, les métropolitains, que j'aime et qui sont dans mon cœur. Alors voilà. Aujourd'hui, je me sens dans l'obligation de vous transmettre un message d'avenir pour votre environnement, un message d'amour, pour que vos métropoles s'en sortent face à ce qui risque d'arriver fortement, l'exode urbain, et qui se profile à grands pas et qui risque d'être incontrôlable pour nous, ruraux, pas encore franchement équipés pour vous accueillir en bonne et due forme. Alors en attendant, ce message prend la forme d'un programme politique que je vais vous lire et vous soumettre à vos futurs, et que vous devez soumettre à vos futurs dirigeants. Rédigé par Urbain Enchanteur, pour le compte effectivement donc de l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, ce programme s'articule autour de 10 recommandements pour une métanoïa territoriale. Alors rassurez-vous, hein, la métanoïa n'est rien d'autre que le changement d'état d'esprit lorsqu'on est confronté à quelque chose qui nous dépasse. Comme par exemple le dérèglement climatique. Voilà, on ne sait pas d'où ça sort, ça nous dépasse. Et voilà, donc rassurez-vous, ce discours métanoïaque ne devrait pas durer plus de 37 minutes et 42 secondes si mes calculs sont bons. Alors, premier recommandement, un bouquet final après les REA. REA, rupture énergétique à l'amiable. Les métropoles s'engagent à sortir du réseau nucléaire en un mandat, soit 6 ans. Pour que cette rupture énergétique se fasse à l'amiable, les métropoles s'engagent à composer leur propre bouquet énergétique pour l'offrir aux habitants. Ce recommandement d'apparence brutale poursuit un but salvateur. Il s'agit de créer un électrochoc pour court-circuiter les circuits électriques habituels. Les métropoles sont accros à une consommation énergétique surdosée. Il est incontournable de passer à une forme de sevrage accompagnée d'une prise de produits de substitution. Nous ne pouvons plus vivre avec cette épée de Damoclès qui représente le risque d'un accident cardionucléaire. Se priver de l'énergie nucléaire permettra de se projeter vers l'avenir avec toute l'énergie nécessaire pour inventer l'énergie de demain. Il ne s'agit pas de revenir à la bougie, hein. Il s'agit de prendre une bougie, le temps de trouver autre chose. C'est dans la contrainte que la créativité surgit. N'attendons pas la contrainte d'une crise humanitaire pour réagir. En un mandat, il faut que les métropoles s'organisent pour créer leur propre bouquet énergétique. Éolien, solaire, fluvial, biomasse, méthanisation, géothermie, hydrogène. Toutes les énergies renouvelables doivent être testées, mises en œuvre, même dans les manières expérimentales. Et comme dans un bouquet, au fur et à mesure que certaines solutions se fanent, on les retire et on les remplace jusqu'à la composer le bouquet final. C'est ainsi qu'on arrive à trouver un regain d'énergie. Les scénarios de transition existent, mais nous n'avons plus le temps de la transition. Des solutions face à une rupture existent, mais elles restent fictionnelles, parce que basées sur une prédiction. Les métropoles doivent créer des conditions du réel pour inventer toutes les intelligences créatives et construire la première marche d'un escalier menant
à la hauteur nécessaire pour repenser intégralement notre rapport à la consommation et à la production énergétique. La rupture énergétique totale est l'amiable et le noyau de la métanoïa proposée ici et maintenant. Deuxième recommandement, du THC pour tous. THC, transport hors du commun pour tous. Alors les métropoles s'engagent à mener une politique favorisant les transports à assistance musculaire sur l'ensemble de l'aire métropolitain en vue d'une part de reconquérir les espaces alloués aux moyens de transport individuels trop envahissants et d'autre part de baisser drastiquement la consommation énergétique de ces derniers. Le périmètre choisi pour une politique forte des transports sera dans un premier temps celui défini par les nouvelles frontières physiques des grandes villes, c'est-à-dire les contournements autoroutiers, autrement dit les périphes. À l'intérieur de ce périph', des mesures devront être prises, comme par exemple bannir les transports individuels à l'usage privé de plus de 1 mètre carré de surface au sol. N'autoriser les véhicules à assistance électrique que sur ordonnance médicale. N'autoriser sur le territoire métropolitain que les systèmes de transformation en commun et de marchandises. Enfin, interdire tout survol de la métropole par les avions de ligne. L'apparition spontanée d'une biodiversité piétonne est encourageante. Les modes de transport ne sont que des micro-engins de déplacement personnel doivent être encouragés. D'autant qu'il est démontré que le vélo, par exemple, est le plus efficace que la voiture pour des déplacements urbains courts et moyens courts. Pour les déplacements plus longs, l'offre en matière de transport en commun et collectif devra être démultipliée en s'inspirant du modèle des réseaux ferroviaires, tramways, trains, du 19e siècle qui irriguait le territoire avant que la voiture ne prenne toute la place. Les pouvoirs publics doivent s'appuyer sur une collaboration des entreprises. Il faut mettre en place dans les transports la même logique que les restaurants d'entreprise. Les entreprises doivent créer des transports d'entreprise. Le ramassage scolaire de nos campagnes peut servir de modèle à un ramassage salarial périurbain. Pour encourager les entreprises à développer un service efficace, une mesure devra être proposée. Le temps de travail sera compatibilisé à partir du moment où l'employé sort de chez lui et non plus à partir du moment où il entre dans l'entreprise. Cette mesure pourrait favoriser en parallèle une relocalisation des employés à proximité du lieu de travail. La voiture a mis 50 ans à s'imposer, elle devra céder la place en une décennie. C'est possible et nécessaire jusque dans les zones périurbaines. En outre, les temps de transport doivent impérativement ne plus être considérés comme du temps perdu entre deux endroits, mais comme un temps à part entière, riche à vivre. La marche notamment. Et d'autres déplacements, après tout, sont méditatifs. Il faut valoriser ce temps. Un peu. Bref, recommandement numéro 3. Sanctuarisation des eaux de vie. Les métropoles s'engagent à classer au patrimoine mondial de l'eau de vie les nappes phréatiques et les rivières sous sûres et en aval. Je recommence parce que là, ça va pas du tout. Sanctuariser, c'est le 3e recommandement que je fais là. Sanctuariser les eaux de vie. Les métropoles s'engagent à classer au patrimoine mondial de l'eau de vie les nappes phréatiques et les rivières, sous, sur et en aval de leur territoire. Les eaux usées jusqu'à la corde bénéficieront de la plus grande attention grâce à un Grenelle de la défécation. Les scientifiques français, particulièrement avant-gardistes, prédisent l'avenir sanitaire d'une population dans l'analyse des eaux usées de la ville. Ils arrivent à détecter les maladies qui vont se développer au sein de la communauté. Il n'y a pas de sous-métier. La grande avancée sanitaire des métropoles du 19e siècle a été l'invention du total égout. Aujourd'hui, les métropoles devront demander à leurs services d'urbanisme d'entamer une réflexion sur la mise en réseau de toilettes sèches afin de retrouver une eau bénite. La collecte des déchets devra sûrement être complétée par une collecte des déchets digestifs, en sciure, recyclables à souhait, dans lesquels l'avenir ne se définira plus en eau trouble. 4e recommandement. MST, Mission Santé Territoriale. Les métropoles se considèrent non plus comme une accumulation de systèmes parallèles, mais comme un système complexe, en quête d'équilibre,
Les métropoles s'engagent à se soumettre à une MST dirigée par des écologues urbains indépendants. L'objectif est de rendre la ville non seulement viable pour éviter une exode urbaine massive et ingérable, mais surtout de la rendre sainement viable. Il faudra que cette MST transforme la métropole en sanatorium géant, afin que chaque habitant puisse vivre dans une aire respirable, sans risque, sous des températures supportables été comme hiver. Suivre cette piste de l'écosystème métropolitain qui se rééquilibre permettra de réduire les charges hospitalières. Parce que nous ne pourrons pas assumer les soins aux victimes de maladies de plus en plus nombreuses, soudaines et inconnues. Le MST se devra donc être préventif. La MST devra envisager la réintroduction massive d'espèces animales qui deviendront donc des colocataires des urbains. Car le système ne s'équilibre qu'en acceptant de partager l'espace, non seulement avec les plantes, mais aussi avec les espèces animales de toute taille. Les nuisibles du potager ne le seront plus, qu'à condition de les confronter à une chaîne alimentaire reconstituée, qui mettra sur leur route, au croisement de l'aubergine et de la tomate, un prédateur. Il ne faut pas avoir peur de remettre en place la chaîne alimentaire, puisque nous y sommes, au sommet. Fermer les frontières aux moustiques tigres ou aux frelons asiatiques ne pourra pas se faire à coups d'insecticides. Il faudra simplement faire comprendre à ces animaux qu'ils se sont trompés de latitude et que le climat ne leur convient plus. Peut-être que le moustique tigre restera dans nos métropoles et continuera à nous faire peur parce que le dérèglement climatique est bien avancé. C'est pourquoi il faudra enfin que la MST soit prospectiviste et pense en avance à un écosystème 2.0, c'est-à-dire un écosystème résistant à plus 2 degrés. 5e recommandement. Artisanat agroalimentaire. Les métropoles s'engagent à développer un programme de P, pratique agricole interstitielle, parce que le leur suffit artisanat agroalimentaire. Les métropoles s'engagent à développer un programme de P, pratique agricole industrielle, parce que leur survie repose sur la paix. La PAC européenne, la politique agricole commune de l'Europe, a montré son incapacité à maintenir une paix agricole durable. Les métropoles doivent rapidement montrer une autre voie avant qu'il ne soit trop tard. La France du 19e siècle était rurale. Les métropoles du 21e siècle seront urbaines. Le programme de paix consiste à renforcer le système encastré par la MST au travers d'une agriculture qui viendra s'installer dans les moindres interstices laissés libres par l'urbanisation. Cette paix n'a pas de dimension nourricière surestimée, elle est essentiellement symbolique, parce que ça fait du bien à la tête de planter un légume, des aromates ou des fleurs mellifères. Une série de mesures simples seront à prendre. Exemple, déminéraliser tous les sols possibles, planter chaque mètre carré déminéralisé, émousser les toitures orientées nord, lister les produits autorisés à venir de plus de 500 km de distance, réquisitionner les parkings souterrains en silos. Pour une paix souterraine à base, par exemple, d'endives, de champignons ou d'élevage d'insectes. Dans les zones pavillonnaires, 70% de la surface des jardins seront obligatoirement ensauvagés. Seuls les 30% restants seront autorisés à accueillir de la pelouse. L'intégralité des limites parcellaires matérialisées par des grillages devront être transformées en haies bocagères. Si tout se passe bien, la paix pourra nourrir les cantines scolaires. La dimension alimentaire de la paix devra être développée avec les Françaises et les Français. Ainsi, nos enfants pourront peut-être manger encore du poisson le vendredi, si la paix le permet. Mais surtout, ils prendront goût au lundi de la spiruline, au mardi de l'insecte et au jeudi veggie.
Oh oh oh! Sixième recommandement. Organisation d'une oisiveté obligatoire. Les métropoles s'engagent à entamer une mutation de leurs économies de croissance vers une économie de l'âge adulte basée sur l'organisation d'une oisiveté obligatoire. Que nous apprend le confinement? Qu'il est possible de ne rien faire, sans doute. Le manque d'activité a pu être vécu comme une prison pour certains. Pourtant, ne rien faire, c'est observer à nouveau. C'est marcher pour s'aérer. C'est méditer. C'est aussi prendre conscience de la différence entre l'essentiel et le superflu. Cette distinction conscientisée, essentielle, superflue, devra remettre les métropoles sur le bon chemin. Mais cette distinction doit appartenir à chacun. C'est la liberté individuelle pour que chacun puisse se positionner et définir ses essentiels et ses superflus. Il faut du temps de réflexion. C'est pourquoi l'oisiveté doit devenir un temps supplémentaire en complément des temps métro-boulot-dodo, c'est-à-dire des temps partagés entre le travail, le transport et la famille. Les métropoles devront donc garantir le temps de l'oisiveté à chacun de ses habitants en mettant en place la semaine de travail de 3 jours, l'école de 3 jours. Les racines de l'essentiel se trouvent dans les besoins de première nécessité. Ceux-ci devront être garantis pour tous. Quand le temps d'une journée est entièrement consacré à la survie, plus rien d'autre n'est possible. Le revenu universel assuré par le plus démuni s'impose. Des exemples de mise en place existent, pourtant déjà, les détracteurs de cette mesure s'inquiètent du fait de payer des gens à ne rien faire. Mais elle est là la bonne idée. Payer des gens à rien faire. Sixième recommandement. C'est toujours le même, en fait. Il faut absolument payer les gens à ne rien faire. Il faut absolument payer les gens à rien faire. Quand sa propre survie est assurée, il devient impossible de s'occuper du collectif. Être payé à ne rien faire soulagera grandement tous ceux coincés dans un système qui les pousse à ne travailler que dans le but de justifier l'existence de leur poste. Il est assuré que les gens payés à ne rien faire seront plus actifs et utiles à la communauté. Mais l'essentiel n'est pas que matériel, il est aussi existentiel. Le temps de l'oisiveté obligatoire ouvrira les portes de l'existentialisme aux métropoles. Nous voulons des métropoles existentielles. Enfin, identifier le superflu ne signifie pas le supprimer. Loin de là. L'économie du superflu devra s'adapter à la dimension métropolitaine pour exclure de la mondialisation ce qui ne peut plus être de l'ordre de la mondialisation. La mondialisation est devenue le dernier refuge de l'ère industrielle à bout de souffle. Les métropoles doivent devenir les terres d'accueil d'une nouvelle ère, celle des Fab Labs. Les Fab Labs ne sont rien d'autre que des ateliers. Ces ateliers réinventent la production de proximité. Il faut encourager ce phénomène. Il faut que des ingénieurs de proximité, des machines-outils de proximité, des ouvriers de proximité. Ce qui distingue l'artisanat de l'industrie, ce n'est pas seulement l'échelle ou le volume de production. C'est la proximité. L'industrie est loin, cachée, mystérieuse. L'artisanat, lui, a pignon sur rue. Il est transparent, il est proche. C'est dans ces ateliers de proximité que vous pourrez vous construire vous-même, avec l'aide de spécialistes, tous les objets technologiques superflus que vous désirez. Les métropoles devront organiser l'animation de ces ateliers en valorisant le TIG, travail d'intérêt général. Tous ceux qui voudront donner une partie de leur temps d'oisiveté obligatoire au développement de l'économie du superflu de proximité seront les bienvenus. Encourageons les startups à muter vers le restart down pour bien s'ancrer dans leur territoire plutôt que dans les étoiles filantes du web. Voilà comment résumer la métanoïa territoriale du point de vue économique. Tolérance, 0% de vacances. Septième recommandement. Les métropoles s'engagent à décréter la tolérance zéro en matière de locaux vacants. Il est honteux d'avoir à énoncer un tel recommandement. Que voulez-vous?
Si nos villes ne sont pas capables de garantir une telle mesure, comment voulez-vous croire à un changement prochain, quel qu'il soit? Tous les dirigeants de nos villes, en poste depuis des décennies, devraient avoir honte. Alors voilà, donc ce 7e recommandement. Pour le logement, il faut assurer à n'importe quel citoyen la possibilité de s'abriter sous un toit digne. Mais toutes les métropoles doivent aller plus loin en déréglementant le logement. Que les yourtes, cabanes, chapiteaux et autres soient à nouveau autorisés afin d'animer les territoires d'exemples joyeusement alternatifs en matière d'architecture, qui n'en peut plus de se noyer dans un formatage sclérosant. Mais les métropoles devront aller plus loin encore. Le 0% gaspillage de locaux doit être élargi à la détection des futures vacances, les futures friches que sont les églises, les abattoirs, les friches militaires, les zones d'activité, les zones commerciales, etc., etc. Il faut même détecter les vacances à temps partiel et voir s'il n'est pas possible d'occuper les locaux à plein temps, quitte à y mettre différentes activités organisées en 3-8. Par exemple, un restaurant d'entreprise le jour, un restaurant de quartier le soir et un restaurant coquin la nuit. Pour conclure ce recommandement, voici un exemple de mesure possible à méditer. Alors, comme pour les objets trouvés, au bout d'un an et un jour de vacances détectés d'un bâtiment, ce dernier deviendrait propriété publique. Donc la gestion reviendrait à la métropole. Exemple. 8e recommandement. Les 1/3 vieux. Préparation au papy crack. Les métropoles s'engagent à créer d'un CAP, certificat d'altitude à la procrastination pour les boomers. Ce certificat leur apprendra à remettre au lendemain l'application de leurs idées d'hier. Ce qu'on appelle les boomers, les personnes nées entre 1945 et 1960, dirigent aujourd'hui le monde. Mais le problème est qu'ils s'attachent à retrouver la Madeleine de Proust de leur enfance. Ce monde qui les a construits, ce monde des 30 glorieuses. Les métropoles devront accompagner les anciens pour qu'ils cessent de chercher les solutions à un retour de la croissance exponentielle. Le cap proposé doit être aider le monde entier d'hier à céder sa place au monde d'aujourd'hui, plus apte à préparer le monde de demain. La génération de Papy Boom va disparaître bientôt, et avec elle, toutes ses erreurs. Mais devons-nous les condamner ? Le papy crack arrivera, mais autorisons à nos anciens une mort naturelle, une paix d'avoir, certes, fait des erreurs, mais en toute bonne foi. Car nul n'est à l'abri de l'erreur. Construisons une société qui accepte et assume ses éventuelles erreurs. Ne nous inscrivons pas dans le durable, mais dans le réversible. Acceptons l'éphémère, qui ne durera que s'il fait ses preuves. Neuvième recommandement. Le point G. Point gouvernance. Les métropoles s'engagent à mettre un terme au professionnalisme politique en organisant des collèges citoyens qui auront le pouvoir de co-diriger la métropole lors du prochain mandat, puis de la diriger seule dès la mandature suivante. La 5e République est à l'agonie. La 6e République est une promesse électorale. Mais où est passée la 7e République ? Les métropoles doivent s'engager vers une gouvernance expérimentale. En s'inspirant des villes libres d'autrefois, elles pourront influencer l'État central pour une mutation vers la 7e République. 9e recommandement, toujours le même. En accord avec le recommandement précédent, la retraite politique sera obligatoire pour les boomers, mais ils trouveront possiblement une place dans la gouvernance décrite comme suit. Un collège de citoyens sera tiré au sort tous les 3 ans, pour veiller à la bonne gestion de la métropole. En parallèle, un collège sera aussi désigné au hasard, mais sur la base du volontariat, pour élaborer les politiques à développer sur une échelle de 25 ans, soit une génération. Ce collège sera désigné pour une durée de fonction de 10 ans. Un conseil des vieux sages émettra un avis consultatif
aux autres conseils de la métropole. Un conseil des vieux cons émettra un avis consultatif aux autres conseils de la métropole. Un conseil sera en charge de sortir la vérité de la bouche des enfants. Une mesure par an, issue des idées infantines, sera appliquée à titre d'expérimentation prospectiviste. 10e recommandement. Arbrisme. Que ton arbre soit sanctifié. Les métropoles s'engagent à sanctifier l'arbre et à planter autant de bois que possible pour montrer leur foi en l'arbrisme. Les dieux que nous connaissons doivent descendre de leurs petits nuages. Ils doivent rendre des comptes. Les théologiens doivent se remettre au travail. Depuis les moines copistes, à force de recopier et de répéter les mêmes choses, le jeu, bien mal nommé, soit dit au passage, du téléphone arabe, s'est imposé et les messages ne sont plus du tout clairs. La croissance économique est devenue une croyance économique, entretenue par les prêtres du monde d'avant. La promesse d'un confort pour tous pousse à l'offrande compulsive. La morale s'est insidieusement inscrite dans l'achat. Le croyant pratiquant est celui qui achète. Le consommateur pieux est guidé par une morale juste, celle d'entretenir le Dieu croissance à tout prix, même soldé. Il faut repartir là d'une feuille blanche. Alors, n'ayez pas peur de le dire, n'ayez pas peur d'être force de proposition. Croyez, ayez envie de croire en l'arbre tout-puissant. L'arbre, notre sauveur, doit être vénéré. Et dès demain, chaque citoyen devra cultiver son Dieu, voire ses dieux. Chacun devra faire un saint câlin à son arbre. Le pèlerinage quotidien se fera au fond du jardin, sur le balcon, auprès de la jardinière ou au coin de la rue. Tous les lieux saints seront les lieux de proximité. Les lieux saints de proximité, les tiers lieux saints. L'arbre transforme le dioxygène de carbone en oxygène et nous dit « Respirez, ceci est mon air ». L'arbre réduit les températures autour de lui et nous dit « Je suis ton climatiseur, je te protège des brûlures de l'enfer urbain ». L'arbre attire la pluie et lui, à lui, et nous dit « Ceci est mon déluge, bois-le pour ta survie métropolitaine ». L'arbre fait le lien entre l'infiniment petit du sous-sol et le ciel et nous dit « Inspire-toi de ce que tu ne connais pas et tu seras guidé vers ce que tu connais encore moins. » L'arbre est notre salut, foi de bois, foi de ferme, si je mange, je vais en enfer. Conclusion. Un temps est l'introduction au temps suivant. Conclusion d'un temps et l'introduction au temps suivant. Décrétons dès aujourd'hui que toutes les métropoles de France sont des zones à défendre. Bien sûr que les 10 recommandements ne vont pas se faire en un jour. D'aucuns fustigeront ce programme. Démagos, populistes, fachos ou coco. Toutes les étiquettes que l'on voudra y coller appartiennent à l'ancien monde de toute façon. Les jugements économiques feront argument de poids pour annoncer une récession insurmontable et les 10 recommandements seront accusés de mettre le sacro-saint croissance à l'échafaud. Le temps sera difficile pour construire une civilisation nouvelle. Il faut le reconnaître. Le dernier changement civilisationnel entre l'Antiquité gréco-romaine et l'ère judéo-chrétienne a pris plusieurs siècles, resté obscur tout au long du Haut Moyen-Âge, mystérieux et silencieux. Mais c'est en ayant conscience de la tâche à abattre que nous pouvons nous investir corps et âme dans la mise en place d'une civilisation humano-apaisée. Le changement fait peur, mais il est raisonnable quand il est choisi. C'est le changement imposé qui est source d'angoisse. Tous ensemble, choisissons la métanoïa territoriale pour nos enfants
et les générations à venir. Futur. Peu de temps avant le confinement, il était douloureux de constater que l'être humain ne disposait plus que de deux états. Être pour ou être contre. Il ne disposait non plus que de deux actions, militer ou dénoncer. Alors, faut-il continuer comme avant? Voulons-nous que le confinement devienne la règle pendant des décennies, en attendant le miracle technologique qui nous permettrait de survivre encore et encore dans le jardin d'Éden que nous avons transformé en taudis d'Éden? La planète est friche et petit à petit, nous finissons par squatter un habitat indigne. Si nous n'agissions pas, c'est la ruine qui nous guette, et celle-ci deviendra tout simplement inhabitable. Gardons à l'esprit qu'une friche réhabilitée est un habitat qui peut faire rêver. Il est grand temps de se relever les manches et de réhabiliter notre friche commune. Reconstruisons par petits bouts les moindres coins et recoins de nos locaux. Réhabilitons l'espace planète. Reconstruisons les écosystèmes. Il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu les 30 piteuses, nous en sommes aux 30 dernières. Alors ces 30 dernières sont peut-être les 30 dernières de notre civilisation, voire pire, les dernières de l'humanité selon les prédictions les plus terribles. Nous ne pouvons pas le croire. Voyons ces 30 dernières comme les derniers d'un mauvais cycle dont nous allons sortir au plus vite. Youpi! Réjouissons-nous d'en sortir et vite, passons au cycle suivant, qui sera bien plus vertueux que le cycle vicieux qui n'en finit plus de nous amener vers les perspectives les plus morbides. Clamons en chœur, la métanoïa, c'est maintenant. Les 10 années qui nous restent dans ce cycle des 30 dernières seront folles d'énergie. Déclarons les années folles ouvertes. Nous ne sommes pas en guerre. Il faut débrider les imaginaires en une mandature. La métanoïa, c'est maintenant. Déclarons les années folles ouvertes. Françaises, Français, métropolitaines, métropolitains, chères habitantes, chers habitants, tenons de nous amuser ensemble avec un nouveau jeu de société grandeur nature. Merci de votre attention.